Du lundi au jeudi, 21h, 22h, des battles. Move te donne la parole. Du débat, des avis et des battles du lundi au jeudi sur Move de 21h06, donc à 22, c'est vous qui faites l'émission, vous appelez pour agir sur l'actu et vous passez à la radio avec nous. Un seul numéro pour ça, 01 45 24 20 20. Salut Amel. Salut Tanguy. Muxa, oui, tu reprends le contrôle à 22h00. Ouais, avec DJ Pone. Et on lance un peu de mix. Et puis des petits on mix. fera des mix spéciaux pour l'invité. Et Cadeau. comme tous les jeudis, donc on est avec un invité. Ce soir, c'est John Rachid. Youhou. Bonsoir. Lyonnais. Voilà. Ça fait du bien. C'est ce qu'on disait avec Amel, on a reçu pas mal d'invités lyonnais quand incroyable. même. C'est bien. Même Tiers-Monde qui n'est pas lyonnais Et supporter lyonnais, c'est pour C'est ça ouf, quand même. qu'on fait marcher la filière. Bon, bah donc bienvenue dans des battles. Bah avec grand plaisir, écoute, je suis content d'être là. Lyonnais, donc comédien, humoriste, auteur de films, fan de Jean-Claude Van Damme. Oui, bien sûr. Youtubeur, on peut dire youtubeur ou ça te saoule, t'aimes pas trop? Bon, non en fait, c'est un fourre-tout, mais comme il y a que ça, donc on va dire ça. On va dire ça. comédien. T'as fait plein de Mais choses comme sur YouTube. t'as commencé comme comédien, auteur et tout, donc ça me va. Après, tu peux dire Parfait, youtubeur. on peut dire ce qu'on veut. Connard et tout. Non, dès que tu dis comédien, après tu peux dire ce que tu Parfait. veux. T'as fait plein de choses sur YouTube, les séries de vidéos J'ai mal au rap, J'ai pas mal au rap, les mots de Victor, c'était à l'ancienne, des Oui. vidéos plus personnelles aussi comme celle où tu racontes comment t'as grandi en foyer. Ouais. Vidéo qui est assez émouvante, qui est charmée et qui a merci. suscité pas mal de réactions. Mais c'est mon nouveau style, ça. Je vais raconter des vrais trucs qui aident les gens. Parce que j'ai vu dans les retours que Le ça aide partage. vraiment Ouais, les carrément, gens. les gens C'est- kiffent, ouais, donc c'est bien. On t'a vu au ciné aussi dans Taxi 5 récemment Ouais. avec JP Zadi, avec oui. notre gars JP Zadi. Ouais, enfin, si tu prends un popcorn, tu me vois pas. Hein. C'est vraiment. Tu clignes des yeux, tu rates Parce que la tu sais scène. qu'on a JP Zadi tous les soirs avec Ah nous ouais et lui Taxi il en parle, c'est son highlight, Ah quoi, ouais, tu vois, ça c'est l'highlight de sa carrière. Ouais, c'est en même temps que lui en plus. Et on t'invite surtout ce soir pour parler de ton film Jour de pluie. Qui raconte donc à ta façon le massacre de 150 à 200 Algériens par la police française le 17 octobre 61. Exact. Ça t'est venu comment cette envie de faire ce film? Bah ça m'est venu parce que en fait toutes les années je voyais ça. En fait je connaissais pas cette histoire avant Internet. Avant d'avoir Internet. Et toutes les années, je voyais ce lien partagé le 17 octobre. Tout le monde partageait ce lien en disant on n'oublie pas la mémoire des Algériens noyés. Je fais, mais je le regarde toutes les années et on n'en parle pas plus, tu vois. Et les jeunes, ils connaissent pas plus cet événement parce que toutes les années, il y a les liens qui se repartagent. Et je me suis dit, bah, en vrai, j'ai envie d'en parler. Au début, je voulais faire un podcast où j'en parle comme les foyers et tout. Et je dis, c'est un peu trop grave pour en parler juste comme ça. Je me suis chauffé et j'ai fait un crowdfunding et j'ai écrit une histoire autour de ça parce qu'il n'y a rien de mieux que la fiction, l'humour et toucher les gens vraiment pour parler d'un événement pour pas qu'ils les oublient. Aujourd'hui, c'est indissociable à WAM et les gens n'oublient pas du tout cet événement grâce à ce film. Regarde, on m'invite toujours après pour en parler. C'est vrai, donc Et ça reste. c'est un marqueur, quoi. Ouais. Et ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'elle vit à vie. C'est que tous les 17 octobre, hop, Elle va revenir et Nouveau faire sur un cycle. vue, ouais. Elle va C'est ce qu'on revenir. appelle un marronnier macabre, mais c'est un marronnier. C'est un marronnier et je suis content parce que c'est un marronnier important. C'est comme la Important. flamme d'une bougie, j'ai envie de dire. C'est ça. Qui Ouais. serait rallumée tous les 17 octobre. C'est ça. Et ça C'est repart. beau. Des battles, qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que Tanguy? c'est, Amel, des battles? Bah oui, c'est votre nouvelle libre antenne. Vous avez la parole sur tous les sujets, sur l'actu, sur tout ce qui vous fait kiffer, Et quoi. si vous avez envie de parler d'un sujet, vous nous le dites sur Snap, le compte Move Radio, sur Twitter avec le hashtag des battles, ou vous nous appelez 01 45 24 20 20. Des battles. On est à la radio bien sûr, sur votre téléphone via l'appli Move et en vidéo là tout de suite maintenant sur move.fr. Ce soir au programme avec donc John Rachid, la question de la mémoire, des origines, le rapport aussi de la France avec les descendants d'immigrés. Portugais, polonais, italiens, algériens, marocains, sénégalais, depuis plus d'un siècle, les différentes vagues d'immigration ont modelé la France qu'on connaît aujourd'hui. Mais avoir des origines, d'après vous, est-ce que c'est une chance ou au contraire c'est un frein à l'intégration? Pour nous aider à évaluer toutes les subtilités de ce sujet, c'est John Rachid, notre invité ce soir. Invité en retard, je le précise. Mais là. 01 45 24 20 20. Donc est-ce que c'est un handicap ou une richesse d'avoir des origines en France? C'est la première question du soir. Venez poser vos questions à John Rachid, puis venez réagir aussi. Je rappelle le Snap, compte Move Radio et le téléphone 01 45 24 20 20. Move te donne la parole. Ton avis compte. Partage-le avec nous. Réagis sur le Snapchat Move Radio. Des battles. Des hommes parqués les bras levés derrière des barrières métalliques, ce sont quelques-uns des 25 000 Algériens français qui se sont rassemblés dans les rues de Paris en cette soirée du 17 octobre 61. Quelques instants plus tôt, à l'appel du FLN, ils manifestaient pacifiquement pour protester contre le couvre-feu qui leur est imposé. Ces images ne le montrent pas, mais la répression policière est très dure. Elle est plus que dure, elle était hardcore la répression policière selon les estimations des historiens, entre 150 et 200 Algériens, tu m'arrêtes si je me trompe, Ouais, c'est John ça, Rachid. c'est retrouvé mort. Ouais. C'est ça, assassinés par la police ou jetés dans la Seine, il y a plusieurs Exact. centaines qui ont été blessés. C'est un épisode honteux de l'histoire de France.
Tu trouves, toi, depuis que donc ça fait 57 ans que les choses ont changé pour les descendants d'immigrés? Oui, heureusement, putain, si on était encore à ça, ça serait très grave. Ouais, ça a changé, mais on a d'autres problématiques que nos parents n'avaient pas. Nos parents, ils venaient d'arriver et ils étaient plus dans une pas une soumission, mais Ils se sentaient pas très légitimes. C'est pas légitime, et c'est normal parce qu'ils venaient d'arriver, ils venaient pour bosser et ils pouvaient pas s'affirmer en tant que légitimes, donc ils étaient un peu plus discrets que nous. Et je trouve que c'est normal et c'est logique. Mais aujourd'hui, nous demander d'être discrets et ce qu'on nous demande de plus en plus, hein, c'est ça qui est dangereux avec, quand tu traînes un peu sur les réseaux sociaux. On nous demande, ouais, soyez musulmans, mais scred, tais-toi. Donc il y a plein de trucs comme ça où nous, on n'a plus à accepter ça en fait. Parce que non, moi je suis aussi français que mon pote, que celui avec qui j'ai grandi, qui est polonais, qui est italien, descendant d'Italiens, descendant de polonais. Et nous, c'est la même chose. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas la même religion. Et en ce moment, le problème, c'est la religion. Donc on est sur une autre problématique. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, on en parlait dans une autre émission, avant le racisme c'était genre les Arabes et aujourd'hui c'est les musulmans, le champ lexical s'est déplacé. Ouais, quoique des fois aussi pendant l'occupation en Algérie ou même en France, ils les appelaient aussi les musulmans. Les travailleurs algériens, des fois ils étaient appelés les musulmans. Mais là on est vraiment sur une vraie problématique qui vient des attentats, qui vient de tous ces événements où l'amalgame est très profond et du coup on est sur un autre racisme mais, qui est un peu plus compliqué parce qu'il est plus vicieux, parce qu'il n'est pas directement sur... Enfin, si, il est sur le faciès, mais tu vois, c'est plus compliqué. C'est aussi sur il y a cette question d'identité, d'intégration. Et si on compte les 3 générations, donc la première génération d'immigrés, les enfants, les petits-enfants, on estime qu'il y a environ 15 millions de personnes en France issues de l'immigration. Ça fait donc 22% de la population. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Voilà, elle parle de toi, là, Marine, je pense, quand elle dit ça sur les réseaux sociaux. J'ai adoré quand elle a dit ça parce que je me suis dit, quand elle a dit ça, elle a perdu. Allez hop, c'est terminé, j'ai adoré. J'ai adoré ce moment, vraiment. Être issu de l'immigration en France, est-ce que c'est un handicap ou une richesse? C'est la première battle de la soirée. On est avec Wari de Paris. Pour lui, c'est clairement une faiblesse d'avoir des origines en France. Et on est aussi avec Monica qui a 25 ans, qui nous appelle de Lyon. Ouais, c'est un avantage, c'est une vraie richesse d'avoir des origines. Salut. Salut. Wari, Monica, je vous rappelle le principe de la battle. Vous avez 40 secondes chacun pour défendre votre avis, votre point de vue. Puis après, on débat, on débrief avec John Rachid. On analyse tout ça au calme. Monica, t'es une femme et tu viens de Lyon, donc tu vas commencer. 25 ans. Vas-y, on t'écoute. Alors, je suis une fille issue de parents portugais. Je suis née au Luxembourg et ça fait 18 ans que j'habite en France. Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de difficulté pour écrire et parler français. Et je trouve que l'immigration, c'est comme un bon plat sans épices, c'est bien fade. Et je trouve qu'au contraire, être issu de plusieurs cultures apporte beaucoup de bénéfices à son entourage, à soi-même et à ceux qui nous entourent, même à l'échelle européenne. Avec la mondialisation, le développement de l'économie, de la technologie et tout ça, c'est normal que l'immigration en fasse partie. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Si on part à l'étranger, on n'a pas le frein de la langue. Et je crois qu'il y a presque personne en fait qui est issu d'une terre de base. Ok Monica, donc pour toi, l'immigration, c'est clairement une richesse. Wari de Paris, à toi de lui répondre, t'as 40 secondes, on t'écoute. Ok, donc moi c'est Paris. Donc de Paris, moi je pense que c'est pas, je dirais pas une faiblesse, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas un avantage. De toute façon, on le voit quasiment tous les jours. On a tous connu des histoires un peu particulières. Alors ouais, c'est clair, ça apporte peut-être une richesse à l'Europe, etc. Mais bon, je pense qu'arrive un moment, s'ils en veulent pas, ils en veulent pas. Maintenant, moi, ce que je préconise, c'est de prendre ses affaires et de tailler, tout simplement. Parce qu'on va pas rester dans un endroit où des gens ne veulent pas de nous. C'est pas possible. Donc, de toute façon, il y a du monde et tout le monde est prêt à se barrer. Et moi, je pense qu'il faut se barrer. Ça sert à rien qu'on perde notre temps ici. Qu'on aille faire de l'argent ailleurs. Aux Émirats, il y a de l'argent, il y a des trucs. Ah ouais, radical Wari. 01 45 24 20 20 pour faire comme Monica et Wari. Venez poser vos questions à John Rachid et venez réagir avec nous autour de ces questions-là. Est-ce que c'est une richesse ou un handicap d'être issu de l'immigration? T'en penses quoi toi, John Rachid? Moi je suis un peu partagé des deux. Malheureusement, au bout d'un moment, on en a marre. Comme il dit Wari, il y en a beaucoup de mes amis qui se disent ça vraiment, parce qu'on se sent vraiment persécuté. Moi je passe pas une semaine sur Twitter sans voir des mauvaises choses, des trucs. En plus, en ce moment, le truc qui arrive tout le temps et à répétition et qu'on n'en peut
plus, c'est que l'extrême droite trouve un bad buzz, le sort et ça se retrouve sur les débats de toutes les chaînes nationales normales, et sans se dire ça vient de l'extrême droite. Et après pendant les élections ils nous font style ouais attention il va falloir faire barrage à l'extrême droite, mais c'est vous qui l'emmenez avec les débats. Tu penses à Médine par exemple, avec Médine, le voile, Ménel, tous les l'UNF, enfin vraiment tout l'étudiante voilée, tout est venu de l'extrême droite. Totalement. Et derrière et après ils en débattent pendant des heures. Il y avait l'affaire Mehdi Méclate aussi. Ouais ça. Mais après lui aussi il est chelou. mais tous les autres trucs ça vient de l'extrême droite et après pendant les élections il faut faire barrage à l'extrême droite. Mais vous l'avez amené. Vous nous faites des débats tous les jours avec des gens d'extrême droite qui lancent des trucs. C'est insupportable. Pyromane et pompier en fait. C'est assez grave. On est aussi avec Antoine qui a 25 ans qui nous appelle de Lille. Salut Antoine. Salut à toi. Alors pour toi, avoir des origines, est-ce que c'est une richesse ou un handicap dans la société actuelle ? Pour moi, c'est une richesse, mais pour d'autres, ils voient ça comme un handicap. Moi, je dis que c'est une richesse. Je suis un Français de souche, comme certains peuvent l'appeler. Mais j'ai vécu dans un quartier où il y avait toutes les nationalités, toutes les religions, et où tout le monde s'entendait bien. Et moi, j'ai appris de ces gens-là. Et c'est plutôt positif pour moi. Je reste pas seul dans mon coin avec mes potes blancs. Je rencontre d'autres personnes, je vois d'autres personnes, je discute de leur religion et comment ils la vivent, etc. Et c'est enrichissant sur le point personnel. Et moi, je trouve que c'est vraiment plus un avantage. Après, les gens qui vivent dans des villages qui sont jamais sortis de chez eux, qui n'ont jamais voyagé, forcément, quand ils vont voir un black arriver, quand ils vont voir un noir arriver, c'est le premier qui est chez eux. C'est pas que je cautionne ce qu'ils disent, mais ça peut se comprendre. Il y a toujours quelque chose qu'on connaît pas qui peut nous faire peur. Et là, c'est la simplicité en disant ce genre de choses. Ouais, de toute façon, la mixité, c'est clair, elle crée de la richesse rien que parce que tu côtoies deux cultures. Mais justement, comment on fait, John Rachid, je te pose la question, quand on a deux cultures, une culture, on va dire, une tradition familiale, par exemple, toi, algérienne, comment on fait pour mixer ces deux cultures ? Est-ce qu'elles peuvent bien se mixer ensemble ? Moi, je trouve que c'est pas un problème. Dans ma vie de tous les jours, ça pose aucun problème. Ça pose des problèmes aux gens qui l'interprètent comme un problème. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, ça se mixe parfaitement. Je suis musulman et ça me regarde. Et puis même si je le dis des fois, il y a pas de problème. Et ça pose aucun problème avec ma francité. Il y a rien qui vient contrer ça en fait. Même dans mes coutumes, même dans mes prières, dans mes machins et tout. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement et ça m'empêche surtout pas parce que des fois on nous exclut de la culture populaire. Bien sûr, exactement. Ça c'est un sujet de vidéo que je voulais faire. On nous exclut naturellement de la culture populaire. Ouais. C'est-à-dire que un jour je lisais un Astérix, un truc, pas un dossier sur Astérix dans Le Point ou je sais plus où, Paris Match, je crois, Paris Match spécial Astérix. Ouais. Et il faisait des interviews de personnalités qui ont lu Astérix et qui parlent d'Astérix. Et je me suis dit, il y a pas un rebeu dedans en personnalité ou un Renoir qui a lu Astérix et ça m'a choqué. Je fais, mais en fait, de la culture populaire, même Claude François, ma mère elle est fan de Claude François. Et dans un reportage sur Claude François, et moi j'adore, du coup, j'aime bien du coup. Et dans un reportage de Claude François, tu verras jamais un rebeu dire, bah oui, écoutez, parce qu'on est exclu. C'est pas fait exprès, mais on est exclu. Nous c'est l'oreille, c'est Chapralette. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je te jure que fais-moi un blind test aujourd'hui sur les chanteurs des années 80, je défonce tout le monde. Sûr. On va peut-être en faire un d'ici 22. Mais ce que tu racontes, John Rachid, ça me fait penser à une séquence qui est passée hier soir sur Quotidien. C'est Moa Lasquale qui récite du Shakespeare. Ouais. Et genre ce matin, tu vois, la vidéo, la séquence, elle a vraiment créé le buzz en mode le mec lit du théâtre, de la poésie, c'est incroyable. Alors que bon, y a pas de souci en fait. On lit des poésies depuis qu'on est au CP comme tout le monde. C'est ridicule. J'ai fait une vidéo sur Cyrano et pareil, elle a un peu buzzé en mode waouh, John Rachid, il parle de Cyrano. Il a ouvert les livres d'Edmond Rostand. Mais comment ? C'est grave. Et c'est grave d'en arriver là. Ça devrait être normal. Mais tu penses pas que c'est un truc générationnel ça ? C'est-à-dire qu'en gros, avant, les gens disaient ça, mais qu'aujourd'hui, notre génération, c'est. Franchement, Orelsan qui lit Shakespeare. Personne ne sera en mode waouh, c'est exceptionnel, personne se dira waouh, putain, il lit Shakespeare, c'est trop bien pour un rappeur et tout. Non, là, c'est parce que c'est moi à la squale et que bêtement, on se dit bah non, on nous exclut de la culture populaire, parce que je reviens à ça. Et bêtement, nous, on peut pas avoir ça alors qu'on a grandi exactement pareil que tout le monde. Grave. Moi, je suis allé à l'école de la République française, j'ai appris des trucs de la République française. Mes ancêtres, pour moi, c'est encore les Gaulois, j'y crois encore. Là, on t'a matrixé pour le coup. Mais j'y crois encore. On est avec Naïma de Saint-Ouen aussi. Salut à toi, Naïma. Salut Naïma. Alors toi, est-ce que bah écoute, on va super bien. Est-ce que tu penses qu'on est prisonnier de ses origines ou pas, toi ? Non, on est prisonnier de notre histoire en fait. Il suffit de voir comment la commune de Paris de 1871 est complètement effacée des programmes scolaires. Ça aurait permis de montrer que déjà à l'époque, les pauvres ils sont regroupés entre eux, toutes origines confondues, à Paris pour défendre ce que représentait la France, qui à l'époque était simplement une pauvre nation qui s'est couchée devant l'Allemagne.
Ça n'existe pas dans nos programmes scolaires. Oh, la Ensuite, commune, on en parle quand même dans les programmes scolaires. c'est dans aucun programme scolaire, tu peux vérifier. Ensuite, l'expression ok, on va française de vérifier. souche, il faut la bannir. Ça veut rien dire. Donne-moi un français qui est de souche. Ça veut dire quoi Rien. concrètement? Voilà. Et il y a un truc aussi sur lequel je voulais revenir. Moi, je suis d'origine algérienne. Je suis berbère. Et la première chose qu'ont fait les Français en arrivant en Algérie, c'est justement monter des tribus les unes contre les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la petite Kabylie et la grande, alors qu'en fait c'est la haute et la basse. Moi, mon oncle, il a été assassiné à Paris en 1960. Il n'y a pas eu que le 17 octobre 61, malheureusement. Ça a été vraiment fatidique pour toute la communauté algérienne. Et moi, en tant que franco-algérienne, j'ai envie de dire, faut arrêter de voir les différences. Il y a tellement de choses qui nous rapprochent. Si on arrêtait de faire justement de la guerre d'Algérie un tabou, peut-être qu'un jour on pourrait ouvrir les livres d'histoire et faire notre deuil en fait. Naïma, faire notre deuil. j'ai une question pour toi. Je t'écoute. Est-ce que tu penses que justement avoir des origines, ça a développé chez toi ce qu'on appelle l'intelligence sociale, ou au contraire un truc un peu schizophrène, un peu chelou? Non, complètement. L'intelligence sociale, voire même au-delà, parce que quand on va chercher l'information sur quelle est notre histoire, pourquoi l'Algérie a été créée, dans quel contexte, pourquoi il y a du rouge dans le drapeau, on arrive à comprendre plein de choses en fait, en termes de valeurs universalistes. Et en tant que berbère, c'est ce que je suis. Et en tant que Française, en fait, la connaissance et l'école de la République, elle m'a beaucoup appris, mais elle m'a surtout appris à me battre encore plus. En fait. Parce que peut-être que le langage que j'utilise est tout à fait français, il est tout à fait normal, mais en réalité aujourd'hui, on a créé des filières à l'école qui sont des filières poubelles. On est en train de tuer le système tel que l'ont conçu les mecs de l'après-guerre, et ça c'est honteux. On est toujours sous le coup de l'état d'urgence. Vous trouvez ça normal? C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est complètement lié. Sur ce que, justement, attends, parce que pour sur pas. les a priori, si on considère ce qu'est un a priori, et si on considère aujourd'hui ce qu'est la France en tant que telle, en tant que Alors attends, nation. justement, Naïma, pour rebondir sur un point que tu développais sur justement l'histoire de l'Algérie, John Rachid, j'ai envie de te poser une question. Comment on fait pour s'intégrer dans un pays qui a colonisé le pays de tes grands-parents ou de tes parents? Mais en fait, on n'a pas à s'intégrer, c'est ça ce truc que je déteste. Moi, j'ai pas à m'intégrer, je suis là, j'ai rien à prouver, j'ai rien à. En vrai, ce qu'elle dit, je rejoins Naïma sur quelque chose, ça crée une frustration au bout d'un moment. C'est ça, une aigreur. Et cette frustration et cette. Moi, ça m'a poussé personnellement à savoir plus. Dès que je savais pas un truc, je voulais savoir plus que l'autre. À chaque fois, et on n'a pas à s'intégrer, j'ai pas à dire j'ai plus ma place que toi. Et aujourd'hui, et malheureusement, là, depuis des mois, depuis des années, on est obligé de justifier. Et si on justifie, et si on prend position, si on prend parole, on se victimise. C'est le gros truc des réseaux sociaux. À chaque fois que je parle, à chaque fois que je fais un tweet, c'est tu te victimises, t'es parano. Je me victimise pas, je suis ni parano ni rien du tout. Je sais où est ma place et elle est pas en dessous de quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain. Donc on n'a pas à justifier ni rien du tout. Quand elle disait, Naïma, que c'est un tabou encore la guerre d'Algérie, tu penses que c'est une cicatrice qui est vive encore pour notre génération? Pour les plus jeunes, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les plus jeunes, ils arrivent à intégrer ça, etc. Sauf que c'est pas les plus jeunes qui dirigent, et c'est pas. Mais pour les dirigeants, c'est encore, on est encore sur ceux qui sont à la tête de l'État. Jean-Marie Le Pen, il est encore vivant, par exemple. C'est ça. Il y a encore des gens à la tête de l'État, même si le président est jeune. Tout ce qui entoure l'État, c'est des vieux, et ces vieux-là, ils sont encore dans une matrix de l'époque où on cache ça, où on a peur de ça, et voilà. Mais alors que non, les jeunes, je pense qu'ils accepteraient plus. Moi, sur mon court-métrage, les commentaires des plus jeunes qui n'ont jamais connu cette histoire, ils sont tous positifs et encourageants. C'est les plus vieux qui ont un problème avec ça. Les plus jeunes, ils se disent on savait pas, les pauvres et tout, tu vois. Aujourd'hui, je pense que c'est la génération. La génération d'après, elle va être plus conciliante et plus intelligente là-dessus. Mais malheureusement, il faut faire très attention. On se fait très très malmener par les médias et c'est pas bon du tout. Franchement, toutes les semaines, un nouveau sujet par l'extrême droite sur tous les plateaux de télé. C'est très malsain pour une société. Elle est malade, la société, quand on en arrive là. Quand c'est l'extrême droite qui te donne tes sujets, qui donne le ton chaque semaine à tous tes débats. Je sais pas où on est. Faut s'inquiéter. Là, il y a un moment, c'est un peu grave. Mais là, on va être tranquille. Il y a la Coupe du Monde là pendant quelques temps. Je pense que ça va se calmer. Tu sais, on n'est jamais à l'abri d'une petite polémique derrière les fagots. Mais oui, ils vont trouver un joueur islamiste et un truc comme ça. Ils vont inventer un truc. Ça y est. 01 45 24 20 20. On parle des origines, de la mémoire, de tout ça avec John Rachid. Appelez-nous. Du lundi au jeudi, 21h, 22h. Des battles. John Rachid est avec nous, vous l'avez compris, pour parler entre autres de son film Jour de pluie qui est sorti sur YouTube en octobre dernier. Ça remonte, mais c'est un sujet qui sera toujours d'actu. Exact. Tu le résumeras mieux que moi, le film, peut-être?
Eh ben en fait c'est très simple, c'est 2 colocataires qui s'embrouillent chez eux sur leur appartenance ethnique. Il y a un blanc et un arabe et du coup ils s'embrouillent, ils savent pas trop pourquoi, ils se balancent plein de trucs à la gueule et à un moment l'histoire leur dit bon vous vous embrouillez, on va vous emmener quelque part. Et hop, le tonnerre nous frappe et on se retrouve en 1960 et là on est confronté à notre passé commun, c'est-à-dire la guerre d'Algérie et ce qui s'est passé en France pendant la guerre d'Algérie et il y a un couple de Français qui nous cachent parce qu'on est poursuivis par des flics qui nous prennent pour des Arabes qui se sont échappés. Bref, vous regardez ça. Spoil pas tout. Spoil pas tout et après il se passe énorme. plein de petits trucs et on comprend beaucoup de trucs dedans. On estime aujourd'hui que 22% de la population française est issue de l'immigration. Un Français sur 3 se dit victime de discrimination à l'embauche, c'est quand même ouf, 1 sur 3. On peut aussi parler évidemment des violences policières, de la situation dans les banlieues, des discriminations dans l'accès à l'éducation et t'en as parlé de la représentation dans les médias qui fait des... Mais je pense que c'est musulmans. le nerf de la guerre de ouf. Je pense que c'est à partir de là que Morissette dans la campagne elle va avoir peur, que le patron il va avoir peur. Je pense que ça part de là. Et quand là depuis des années on nous donne des sujets d'extrême droite sur tous les plateaux télé avec des à l'époque on aurait dit ça sur un plateau télé, mais les gens seraient mais vous êtes fous, c'est pas possible à l'époque de Mitterrand ou machin, c'est pas possible ce genre de débat. Et aujourd'hui ça devient normal. Bah, les gens s'offusquent mais sur les réseaux en fait, c'est mais tout. Après ça devient normal. Quand t'as des débats comme ça aussi, ça permet de faire entendre d'autres voix, comme la tienne par exemple. Malheureusement ces voix sont vite cassées. À chaque fois qu'il y en a un qui essaye de parler autrement, on va lui chercher des dossiers, on va lui chercher des trucs, même s'il y en a qui ont fait des trucs. Tu vois, on parlait de Mehdi Meklat tout à l'heure, il est chelou le mec, donc évidemment. Forcément ça ressort. Ça ressort et donc évidemment dégage. Mais les mecs qui parlent bien, Yacine Bellatar, on va tout de suite chercher à les descendre, à les décrédibiliser. Donc c'est très dangereux, c'est très malsain, c'est très vicieux. Je pense que les gens sont vraiment dupes de ça. Il y a pas de plus en plus aussi il y a quand même une défiance à l'égard des médias qui se développent. En fait, une fois que l'idée est lancée, pour moi, dès que le doute voilà, est insufflé. Dès que l'idée est lancée, c'est mort. Tu peux dire ce que tu veux, c'est mort de chez mort. Et c'est pour ça que moi, la plupart du temps, et même très souvent, je refuse les médias dits populaires. Tu vois, je l'ai fait une fois avec comment il s'appelle ? Pourquoi je me rappelle plus de lui ? Chauve, Alain Juppé. Ah oui. Ah, sur France 2, ouais. Je l'ai fait une fois sur France 2 avec Alain Juppé. C'était dingue. C'était verrouillé et je savais que c'était pour la présidentielle et qu'il m'invitait pas en tant qu'arabe de service, tu vois. Ouais. Et même pas pour débattre. Mais tous les autres débats qu'on m'a proposés après, je les refuse, à part Move parce que je connais un petit peu le ton, etc. Mais sur les autres trucs, je refuse systématiquement pour pas passer pour la banane. Et puis même si je parle bien, ils vont essayer de me trouver des trucs. Et c'est pas possible, moi je ne veux pas discuter avec eux. Et c'est là que commence le vice qui s'étend partout. Ouais. C'est de là. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un truc que vous partagez entre youtubeurs. Il y a cette peur du dérapage en fait. J'ai l'impression que c'est un peu une matrice assez fermée. Vous gérez vos réseaux, vous partagez sur YouTube vos points de vue, mais vous avez peur des vieux médias. Et alors il y a des gens qui ont peur. Je connais des amis à moi, youtubeurs, qui ont peur. Moi j'ai pas peur. Moi je ne veux pas en fait. Ouais. Je ne veux pas. Une fois ou deux j'ai réagi sur des journaux, Libération ou des trucs, et on prenait le gros titre et on mettait un gros titre qui n'était pas du tout ce que j'avais dit, ce que j'ai voulu dire. Et à partir de là j'ai fait attends, ils vont faire ça à chaque fois ou quoi? On appelle ça les titres ça après ils le font avec tout le monde. C'est ça, ils le font avec tout le monde. Ouais, mais moi je déteste ça parce que c'est mensonger. Ouais, c'est mensonger, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire et j'ai arrêté à partir de là. Mais j'ai pas peur des médias. Je ne veux pas, c'est tout. Les médias ont peur de toi. Tu te méfies des médias. Ouais, mais de toute façon ils m'appellent pas, donc tant mieux. Ils m'appellent un peu et j'y vais pas. On est avec Amal, 21 ans de Bordeaux. Salut à toi Amal. Salut Amal. Salut Amal. Il y a un slogan assez célèbre qu'on entend pas mal dans les manifestations depuis les années 80, c'est première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Oui. C'est vrai pour toi ou pas Amal? Non, pour moi c'est faux. Enfin, en fait c'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est vrai que on aura toujours cette étiquette d'immigré malheureusement, même si on a vécu ici depuis très jeune comme moi, ou bien même si on est né en France, en fait, on aura toujours cette étiquette parce que, surtout pour les Maghrébins, les Arabes, etc., on a toujours cette étiquette d'Arabe, en fait. Voilà, quand on s'appelle Mohamed, on peut être né en France, malheureusement, ça ne changera rien, on s'appellera toujours Mohamed, en fait, et ce sera toujours sur notre CV dévalorisant. Donc, c'est à moitié vrai, à moitié faux, parce que, voilà, ouais, il y a une inégalité selon d'où tu viens, selon en tant qu'immigré, quoi. Donc toi, tu penses qu'on est défini par ses origines?
En fait, moi déjà je suis polonaise et algérienne, donc je suis multiculturelle. Ah oui, j'ai vu sur ta fiche que en fait tu utilises l'un ou l'autre. Quand on dit ta fiche, c'est pas une fiche S, hein. C'est la fiche que fait notre. C'est Gaspacho standard qui fait notre standardiste. En fait, tu utilises parfois, tu dis que tu choisis tes origines par rapport à tes interlocuteurs, c'est ça? Oui, c'est exactement ça, parce que j'ai déjà vu que ça jouait en ma défaveur en fait parfois. Et quand je vais être face à un recruteur, par exemple, c'est vrai que je vais dire que je suis polonaise. Dans mon CV, on va voir polonais et arabe. On va me demander pourquoi tu parles polonais. Parce que je suis polonaise. Mais quand je vais être avec des personnes d'origine maghrébine ou arabe, c'est vrai que je vais plus mettre en valeur le fait que je sois algérienne, parce que si je dis que je suis polonaise, je vais passer pour une étrangère même auprès de eux. Donc je suis un peu au milieu en fait, moi. John Rachid, tu veux réagir? Non, je trouve qu'elle a raison, parce qu'elle est obligée, elle peut avoir du taf plus facilement, mais je trouve que c'est chaud d'en arriver là aujourd'hui. Ouais. C'est un dédoublement de personnalité limite. C'est compliqué. C'est ça, c'est un truc à devenir schizophrène. Et tu le sens parfois? Est-ce que tu te gourres? Ça arrive que tu mélanges tes cartes. que tu dises. Bonjour, je m'appelle Véronique Non, ça m'est jamais encore arrivé. Et du coup, sur tes réseaux sociaux, comment tu gères ça? Je montre ni l'un ni l'autre, j'essaie de pas trop montrer. Tu crées un troisième personnage. Ok. Mais tu sais après, j'assume pleinement, franchement. Par contre, sur les réseaux sociaux, j'assume pleinement. Si je vais à la mosquée, je vais mettre mon voile, j'ai pas honte, quoi. Mais c'est vrai que je le ressens. C'est devant les professionnels. Quand je me balade dans la rue, je me balade dans la rue, j'ai aucun souci. Oui. Si je me balade avec le voile, on va directement m'insulter, rentre chez toi, nanana. Wow. Donc c'est vrai que je le ressens par rapport à ça, parce que quand on me voit, et donc moi je m'appelle Amala Stefania Harrat. C'est magique. Ça sonne pas très polonais, ouais. Et du coup, c'est quand je dis aux gens que je suis musulmane et algérienne, ils sont parfois limite déçus en fait. Je le ressens, j'ai déjà ressenti. C'est chaud. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais tu sais que la discrimination à l'embauche, elle coûte à la France 150 milliards d'euros. Il y a un manque à gagner 3 à 14% du PIB. C'est quand même un truc de ouf, ça. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je l'ai jamais ressenti encore, souvent parce que je suis jeune. Je suis pas encore vraiment dans la vie active, je suis étudiante. Mais je sais que c'est déjà arrivé, et je sais que j'ai des amis à moi qui se sont pointés en quelque sorte au Pôle emploi, et on leur a directement dit non, mais il n'y a pas de travail pour vous, etc. Ils ont même pas eu de rendez-vous parce que, en gros, on leur avait dit mais vous cherchez un truc dans le ménage, non? Et on leur a dit mais pas du tout, j'ai des diplômes, etc. C'est un truc vraiment ridicule en fait. Et pourquoi toujours assimiler, en gros, on est arabe, on fait du ménage seulement? Non, on peut avoir des diplômes. Bien sûr. C'est pas parce qu'on s'appelle, je sais pas, Sarah ou Myriam, qu'on n'a pas de diplôme, qu'on est bête et qu'on n'a pas d'ambition dans la vie. En fait, moi, c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que directement, on pense qu'on n'a pas d'ambition et qu'on voit pas l'art. Moi, je trouve ça dommage. Et tu penses pas que ça va changer pour les générations qui viennent après, quand même? Parce que forcément, quand tu grandis au contact les uns des autres, tes a priori ils tombent, et puis. Là, en fait, c'est l'aspect politique qui bloque. Qui bloque un peu. peu. Moi, je pense que ça changera quand tout l'appareil médiatique et politique changera. Aura intégré le truc et changera. Parce que quand il y aura d'autres qui prendront la place, en espérant que c'est pas des gars d'extrême droite chelous. Mais je pense que ça commencera à changer. Mais après, il faut aussi dire que dans la rue, de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Après, moi, je suis plus comme avant. Maintenant, on me reconnaît plus, donc c'est plus facile pour moi. J'ai pas de CV à faire et tout. Mais dans la vie de tous les jours, le racisme est moins présent dehors que sur les médias. Médiatiquement, on étouffe. Médiatiquement, les réseaux sociaux, on étouffe du racisme. Dehors, ça va. Les gens ne parlent pas trop, ils osent pas, ça va. Il y a quelques temps, t'as capté quand même qu'il y avait un côté un peu discriminatoire quand tu cherches un appart sur Airbnb, par exemple. T'as capté que ce truc-là, il est quand même insidieux, il est quand même très présent. Tout ce qui est sur réseaux sociaux, tout ce qui est embauche, CV, etc. Sur photo, non. Oui, ça reste discriminatoire. Moi, j'esquive plein de trucs. J'ai de la chance aujourd'hui parce que j'ai un nom, je suis un peu connu. Du coup, j'esquive plein de trucs. Mais mes potes n'esquivent rien du tout. Et quand elle parle de travail, c'est vrai que mes potes, ce qu'ils font, c'est de l'intérim, soit chantier, soit ménage, soit usine. Donc il y a pas, il y en a qui ont des diplômes. Et tout de suite, c'est plus dur. Après, on va nous mettre à la gueule. Il y en a qui arrivent très bien, ils sont à la tête d'emploi, qui ont des emplois incroyables. Mais c'est combien sur tout le monde? Il y en a combien? Un Français sur 3 victime de discrimination à l'embauche. Il y en a un qui arrive à faire sa place parce qu'il en veut 1000 fois plus. Dans tous les cas, il faut qu'il en veuille 1000 fois plus. Et
c'est partout dans tous les domaines. Hein. Même moi, des fois, je suis en galère à me retrouver à refuser plein de castings parce que c'est pour faire le dealer ou le Mais terroriste. justement, j'appelle ça le phénomène, le syndrome Saïd Taghmaoui. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à t'expatrier, à aller ailleurs, quitter la France à un moment donné quand tu auras fait le tour? Quand j'aurais fait le tour, peut-être, ouais, parce que franchement, pour l'instant, si je construis pas mes propres trucs, les castings que j'ai, je peux faire la comparaison avec mes amis youtubeurs qui ont des castings à passer. Eux, ils ont des trucs un peu stylés, un peu drôles, même si c'est stupide, même si c'est. Ouais. C'est dans leur d'autres fonction. propositions. C'est dans leur fonction, c'est-à-dire ils sont humoristes, je suis humoriste, ils leur proposent des trucs d'humoriste. Et toi, ça va être le terreau, Moi, c'est dealer sur TF1 dans une C'est série, incroyable. terroriste dans un film. Et à chaque fois, au début, j'en ai fait un ou deux parce que je connaissais pas un peu trop le game et je voulais tourner, tu vois. J'avais soif de tourner, tu vois. Et je l'ai fait une fois dans le bureau des légendes, je joue un terroriste. Parce que c'est le bureau des légendes, parce que je trouve que la série elle traite intelligemment le terrorisme et que c'est intelligent. Donc j'y suis allé et parce qu'au début j'avais la dalle, mais plus jamais. Là après mon agent à chaque fois il me propose un truc, elle me propose quelque chose. À chaque fois je lui dis non. Bah non, tu le sais très bien que je vais dire non. C'est dingue parce que les auteurs qui écrivent ces scénarios sont de la nouvelle génération, donc c'est bizarre que ça bouge mais pas. les dirigeants, les producteurs, ils veulent absolument catégoriser et ça changera pas pour l'instant. Mais c'est vrai que des gars du nouveau cinéma comme des gars comme Romain Gavras qui arrivent à intégrer ça qui ouvrent et qui se disent et qui choisissent pas leur casting en fonction de la race du perso. Le perso principal de son prochain film c'est un rebeu et il s'en fout, c'est pas le truc principal. Grave. Et moi j'aimerais bien qu'on arrive ok, mon perso c'est un rebeu mais on s'en fout. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Faut pas que ce soit un sujet en soi. Pour l'instant, je suis casté pour t'es rebeu parce qu'on va prendre comme rebeu. Alors quand c'est bien amené et que c'est cool parce que ça sert l'histoire, ok. Mais des fois, on peut. Pourquoi j'irais pas ramasser des huîtres dans les petits mouchoirs avec une bande de potes? C'est ça, c'est Pourquoi possible. C'est possible. Moi, j'aime bien aller dans. T'aimes manger les huîtres. J'aime bien les huîtres. J'aime bien aller dans l'île de Ré. Et pourtant, dans le cinéma français, non, on te mettra pas dans ce genre de rôle. Tu vois. On est avec Laura. Farouk, c'est Farouk. Farouk, 25 ans. Salut à toi, Farouk. Salut Farouk. Salut, ça va? Ouais, bienvenue. Est-ce que toi tu penses que raconter l'histoire, le passé de une communauté ou alors une mémoire collective, c'est une bonne manière pour ancrer ça, comme disait John Rachid tout à l'heure, dans la culture populaire, c'est-à-dire amener ça et faire en sorte que voilà, ce soit inscrit? T'en penses quoi toi, Farouk? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, franchement, le travail qu'il a fait, il est super. J'ai regardé et c'était pas mal. Merci beaucoup. Après, c'est vrai qu'on n'est pas forcément tous intéressés. C'est vrai qu'on doit tous avoir une ouverture d'esprit. Après, moi, je parle pour moi, je suis donc d'origine algérienne. Moi, ça m'a touché parce que je suis d'origine algérienne. Mais si ça avait été la même chose, je sais pas, moi, sur des Gaulois, j'aurais peut-être trouvé ça cool, mais ça m'aurait moins intéressé, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai fait exprès de mettre les deux. J'ai fait exprès de mettre les deux. J'ai fait exprès de rassembler l'histoire française et l'histoire algérienne pour que tout le monde soit intéressé. C'est plus un événement aussi sur l'Algérie, quoi. D'accord. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est bien que tout le monde s'intéresse à ça, tout le monde le voit. Après, ça va toucher d'autres personnes plus que d'autres. Le plus important. Mais je comprends ce que tu veux dire. Le plus important pour moi, ça reste on va dire les Algériens de France ou les vrais Algériens d'origine de là-bas, qui eux doivent vraiment connaître leur histoire, parce que la plupart ne la connaissent pas. Ils se disent ouais, moi je suis algérien, mais ils connaissent pas leur histoire. Connaissent leur histoire, connaissent celle de leurs parents, de leurs ancêtres, et à eux de la transmettre à leurs enfants et leur dire regarde ce qu'a fait ton grand-père, regarde ce qu'a fait ta grand-mère. Et c'est là où vraiment, après on arrive dans une France de mixité. Après ça va être ouais, regarde l'oncle du côté de ta mère, du côté de ton père qui a fait ci, qui a fait ça. Et là, je pense qu'on va pouvoir vraiment tous s'ouvrir à d'autres cultures, on va être plus ouvert et on va dire avoir cette culture plus populaire, quoi. Voilà, moi j'ai une réflexion qui vient en même temps là. Là depuis tout à l'heure on écoute des gens qui appellent et ces gens là ils parlent super bien, ils ont tous des origines algériennes, ils parlent super bien, il y a aucun problème, ça se voit qu'ils sont cultivés, qu'ils ont une réflexion. 2018. Mais ça, est-ce que t'en as vu des gars comme qui appellent le Move, qui appellent les médias, qui nous appellent tous les soirs de 21 à 22. Je te jure, moi je suis impressionné parce qu'on les voit pas, tu les vois, c'est Pascal Pro, tu les vois pas. Non mais on les voit ici. Si je peux intervenir, bien sûr. Ça vous dérange pas? Au contraire, t'es là pour ça. John Rachid, il y a un truc que je trouve dommage, après faut pas le prendre mal. Non mais vas-y. Tu ne voulais pas intervenir dans les débats. Oui. Après le problème c'est que, il y en a beaucoup comme tu disais de personnes de notre âge qui ont une certaine élocution, qui ont un certain savoir, une certaine connaissance. Mais le problème c'est que nous, on peut pas aller au devant, tu vois. Toi t'as la chance d'avoir comme tu disais cette petite notoriété et de pouvoir toi nous représenter, parce que le problème c'est les gens qui nous représentent à Starcy, à la télé. Ouais, je sais. C'est que des je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui là-dessus, c'est que les seuls représentants qu'on a c'est des
qui nous ont infligé. Les robots de télé-réalité. Les Chalgoumi, les robots de télé-réalité, les mecs qui s'en foutent de tout. Alors qu'il n'y a jamais eu vraiment un représentant musulman. Mais représentant, on s'en fout en fait. Moi, j'ai pas envie d'être représentant de quoi que ce soit. Parce que je fais des erreurs dans la vie. J'ai pas envie de représenter. C'est trop lourd comme fardeau. C'est une trop grosse responsabilité. C'est une trop grosse responsabilité. Je ne veux pas. Mais je veux juste qu'on montre qu'il y a des gens comme moi qui sont musulmans, qui sont intégrés, c'est pas le mot, j'aime pas ce mot, mais qui ont leur place, qui a aucun problème, etc. Sauf que quand on va à la télé, moi après Juppé, je me suis ramassé une salve d'insultes, mais tous les jours sur les réseaux sociaux. Par rapport à quoi? Par rapport à tout, le fait que j'avais un jean troué, le fait que je sois un rebeu qui dit que je me suis plaint sur les rebeux qui ne sont pas assez dans la politique. Surtout, toutes les phrases ont été analysées. J'ai eu des montages avec ce que j'ai dit. Donc dès que tu parles bien et que dès que tu y vas, ils te ramassent la gueule. Et ça te touche encore, ça c'est. Non, alors le truc qui me touche pas, c'est les fachos, ils me touchent plus. Parce que moi en vrai, depuis mes premières vidéos, ils sont derrière moi. J'avais des articles sur F2 Souche dès le début, donc ça me touche plus, ça me fait rire. Ce qui me révolte aujourd'hui, c'est que cette extrême droite soit entendue par les médias, qu'elle soit prise au sérieux et récupérée par tous les médias. Ça me touche. Sur moi personnellement, j'en ai rien à foutre. Ça me touche plus, ta vidéo c'est de la merde parce que j'ai pas aimé, plus que ça la rappe, tu fais des vidéos de merde. Ça je m'en fous. Tu vois. On est aussi avec Laura, 25 ans de Tours. Salut Laura. Bonsoir. Salut Laura, bienvenue dans des battles. Bonsoir, c'est trop plaisir d'être sur le Move. Avec grand plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. Donc toi t'es plutôt mitigée sur la question, c'est ça? Oui, en fait moi je suis petite fille de pieds noirs. Oui. Et du coup, pendant toute mon enfance, en fait, j'ai entendu la triste histoire de mon grand-père qui était pauvre et qui habitait en Algérie, qui avait construit sa maison de ses propres mains et puis qui du jour au lendemain a tout perdu en fait. Et ensuite, moi j'ai été dans un collège de ZEP où j'ai fréquenté 19 nationalités et je me suis carrément retrouvée parce que là j'ai appris tellement de choses en fait que au niveau de la richesse, du coup j'ai trouvé ça exceptionnel quoi, d'apprendre autant de cultures différentes. Donc je trouve que, et j'espère que les générations futures vont permettre d'évoluer sur ce sujet-là parce qu'actuellement les grands-parents comme les miens en fait clairement ils votent Marine quoi, donc c'est frustrant d'entendre ça et en même temps même si je l'aime mon grand-père je comprends aussi quoi. Oui, pour toi, il y a une fracture en termes de génération sur tout ce qui est origine, culture, acceptation de l'autre. Ouais, c'est peut-être génération ou peut-être par rapport à ces pieds noirs du coup qui s'y retrouvent pas, qui ont toujours peur de quelque chose et qui voient d'être dépossédés. Qui voient dans les Algériens. Franchement, faut vraiment que ça passe quoi. Et Rachid, ça me rend triste d'entendre ça. Moi sur les pieds noirs, sur les juifs, les pieds noirs et tout, j'ai vraiment un truc qui m'énerve. C'est encore une fois médiatiquement, on nous sort tout le temps des sondages à base de l'antisémitisme chez les musulmans. L'antisémitisme un problème et tout, alors que moi je te jure déjà dans mes amis il y a aucun problème et quand on va au quartier il y a aucun problème. Mais oui, il y a des juifs qui viennent justement et je voyais qu'il y avait aucun problème. Il y a des juifs qui viennent et quand t'écoutes les médias t'as l'impression que c'est vraiment un problème. Quand j'ai fait Jour de pluie, j'ai pris Gilbert Melki, il est très identifié pied noir et personne au quartier m'a dit t'as pris un juif. Personne m'a dit ça. Ça n'existe pas. Évidemment. Et ils font des débats pendant des heures avec et les gens derrière ils se disent tous les musulmans de France sont totalement antisémites. Ça existe évidemment, on va pas faire comme si ça n'existait pas. Il y en a, mais c'est pas la réalité, la vraie réalité de la majorité. Tout le monde s'en fout. Si demain je viens avec un pote juif au quartier, ce qui arrive, il y a mon ami d'enfance qui est juif aussi. J'avais fait une vidéo avec lui d'ailleurs et tout, on expliquait un peu ça. Et personne va dire qu'est-ce que tu fais là, juif là, c'est pas possible, tu restes pas avec nous. Personne se dit ça. Il y a un antisémitisme un peu plus médiatique sur les conflits israélo-palestiniens et tout qui existe, mais dans la vraie vie de tous les jours, et j'en ai des preuves tous les jours, c'est très rare et on vit ensemble, on travaille ensemble, et il y a personne qui a rien. Sur le net plus, et les médias. Après le net c'est déformant surtout. C'est un effet lourd. Ouais, mais médiatiquement ils font des gros sondages, comme si c'était un vrai problème récurrent qui causait des sales trucs. Évidemment il y a eu des meurtres et tout, etc. Mais c'est quoi? C'est une personne qui va péter un câble. C'est pas la réalité des gars de quartier. Oui, c'est comme tout, c'est comme stigmatiser en gros les musulmans à cause de 0,0. On avait fait le calcul. C'est 0,03% de la population française qui est terroriste. Non, de la population musulmane même
qui est Ouais, terroriste. c'était fiché S, non Ouais, ce qui est fiché S, donc Ouais. c'est même Mais pas terroriste. Donc tu vois, c'est rien, et ridicule, même, évidemment. même les actes antisémites qu'on déplore tous, il y a personne qui déplore pas ça. Il y a aucun musulman qui a dit bien sûr. ah bah non, il a raison, c'était un juif. Il y a personne qui a dit ça. Jamais. C'est jamais, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, quand on écoute les médias, on a peur parce qu'on a l'impression que c'est la réalité. C'est pas une réalité. C'est déformant. Faut arrêter avec ça. 01 45 24 20 20. Venez poser vos questions à John Rachid. On parle de Jour de pluie, son court-métrage sur le 17 octobre 61, jour noir de l'histoire algérienne et française. Le 17 octobre 1961, donc, environ 200 manifestants algériens ont été assassinés ou poussés dans la Seine par la police parisienne sur ordre du préfet Maurice Papon, qui a cumulé pas mal de casseroles. Ouais, Dingue. Le Maurice, il a pas arrêté lui. Voilà, il a pas arrêté, ouais. John Rachid est avec nous pour en parler. Tu racontes ce massacre à ta manière dans ton film Jour de pluie. Et moi, je voulais te poser une question. Une fois qu'on sait, parce que c'est assez révoltant, enfin, tu vois, qu'on a ce sentiment d'indignation après avoir vu ton film ou après s'être renseigné sur ce genre de sujet, qu'est-ce qu'on en fait de cette indignation ? On s'organise. Comme je t'ai dit au début, je pensais faire un podcast. Après, je me suis dit ouais, ça reste pas assez. Même pas forcément pour toi, et pour ceux qui ont, pour les auditeurs, ceux qui ont regardé le film et qui se disent. Putain, ça me provoque quelque chose chez moi, un sentiment de. Moi, c'est Injustice. c'est ça. Injustice, Moi, c'est injustice et tristesse. Et j'ai fait putain, mais c'est pas possible. Et j'ai pensé à ceux qui ont vécu ça plus tard. C'est de là que part le truc, parce qu'à la fin, ceux qui regarderont, c'est avec les vieux. Et donc, j'ai pensé à ça tout de suite. J'ai fait, mais comment ils sont ceux qui ont vécu ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils se font? Est-ce qu'il y avait deux camps et tout? Je pense que dès qu'on a vu ça, à mon avis, si ça nous touche, ça nous touche pas, ça nous touche pas. C'est malheureux, mais voilà. Si ça nous touche, faut en parler, faut montrer à des gens. Et si on a une fenêtre, mais il y a même pas besoin d'une fenêtre comme moi d'expression. Même des gens qui m'ont dit après ton film, j'ai fait un exposé en cours sur ça, tu vois. Si t'as une petite fenêtre et que tu peux faire des parler, ça en débattre avec sensibilise, des en fait. potes, il y en a qui ont fait des exposés là-dessus, tu vois, en servant du film et tout. Moi, j'ai regardé tout ce qui était fait là-dessus, une BD, un film, des documentaires, j'ai lu des livres et tout, etc. Et du coup, j'avais tout le truc. Ouais. Et je pense que dès que t'as ça, à mon avis, peu importe ton niveau, peu importe où t'es, si ça te touche vraiment, parle-en. C'est juste ça, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais en parler. Et les gens m'ont aidé parce que c'est un crowdfunding. Il y a beaucoup de gens qui ont donné d'argent qui pour sont faire investis. ce film. Ouais. Et c'est incroyable quand t'as autant de gens qui sont touchés par une histoire, alors que j'avais juste raconté l'histoire, tu vois. Mais oui, ça porte. Ouais. On est avec Steven, 25 ans de Brest. Salut Steven. Salut Steven. Salut à toi, bienvenue. Est-ce que tu penses que c'est c'est important de transmettre son héritage culturel, la mémoire familiale? Bah ouais, je pense que c'est notre histoire quand même, donc c'est nos origines quoi. Est-ce que toi, t'as creusé ton histoire, l'histoire de tes aïeux? Ouais, bah on a fait comment on appelle ça, un arbre généalogique. Ouais. Et on a fait un peu. T'as découvert des trucs qui t'ont surpris? Pas vraiment, j'ai été un peu déçu en fait. Il y avait rien à raconter. Ouais, non, rien de spécial, ouais. Mais voilà, je me suis renseigné. Je pense que c'est important quand même de se renseigner, savoir qui c'est nos ancêtres, d'où on vient quand même. Il y en a plein qui le font, Carambeu avec les Kanaks. Et chaque fois que tu digues, tu creuses, tu te rends compte qu'il y a en effet une histoire personnelle, familiale qui est liée souvent à l'histoire de France et à en effet la colonisation. C'est intéressant de raconter ça, moi je trouve que quand t'as une vraie histoire et que tu tombes sur un truc, faut y aller quoi, peu importe où t'es. C'est la meilleure manière peut-être de raconter la grande histoire, c'est de raconter son histoire personnelle, familiale. Et ça lie avec moi, c'est vraiment mon histoire avec l'histoire des Français dans le bar, et ça lie vraiment. Exactement. Ça montre que depuis tout temps on peut être ensemble quoi. Ouais. On est aussi avec Lina, 22 ans de Rennes. Salut Lina. Salut l'équipe. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, du bagage culturel, de la mémoire collective, quand on est citoyenne française? En fait. C'est vraiment important d'en parler. Et justement, comme disait John Rachid, c'est vraiment important de transmettre en fait tout ce qui s'est passé pour justement avancer et ne pas faire les mêmes erreurs. D'accord. Mais c'est pas lourd à porter parfois? Si, un peu, mais on a quand même les épaules assez larges pour supporter tout ça. Ça va, je pense qu'on est dans de bonnes conditions pour. Toi, c'est quoi on dit bagage culturel comme si c'était un, mais bagage c'est positif aussi quoi. C'est quoi ce que tu portes avec toi dans ta valise culturelle, il y a quoi? Alors moi du coup je suis arménienne, du coup nous on a connu un peu, on a connu le génocide arménien. Il y a une histoire forte aussi. Voilà, donc du coup on peut pas parler, je peux pas vraiment parler d'un bagage français, mais du coup c'est complètement différent et ça a été très lourd et c'est encore très lourd pour ma famille et mon entourage arménien. Du coup on essaie d'oublier, même si c'est compliqué, il y a quand même eu beaucoup de morts. J'ai un ami qui s'appelle Wax Giver qui est arménien aussi et qui a fait un documentaire justement et qui est en train de monter un documentaire sur les Arméniens de France.
Voilà. C'est vraiment bien d'en parler, c'est important, parce qu'on oublie souvent, et même d'ailleurs, en parlant de livres d'histoire, etc., à l'école, on n'en parlait pas assez. Et je trouve qu'il faudrait qu'on en parle plus et qu'on explique aux jeunes ce qui s'est vraiment passé. On oublie souvent cette catastrophe quand même, parce qu'il y a eu des millions de morts, donc ouais, c'est important d'en parler. Là, ça fait quelques années, là, parce qu'il y a eu un gros anniversaire justement du génocide. Il y a eu Aznavour, il y a eu les Kardashians qui sont allés 2 années d'affilée. Et t'en penses quoi, toi, justement que voilà, ces reines des réseaux sociaux s'investissent dans la polarisation, la médiatisation de faits comme ça, historiques assez forts? C'est un peu un mélange des genres, non? Alors, je suis pas hyper fan des Kardashians, qu'on se mette d'accord, même mon pays n'est pas hyper fan. Mais alors, le geste de Kim Kardashian et de ses sœurs, franchement, j'ai trouvé ça cool, parce qu'il y a quand même le monde entier qui en parle, et justement, le jour du génocide, tous les ans, elle poste quelque chose, elle poste un message pour rappeler ce qui s'est passé. Je trouve c'est bien ça. C'est vraiment bien, et même si je suis loin d'être fan d'elle... Si elle fait un bon truc, c'est cool. Voilà, c'est ça permet d'en parler, et c'est important, parce que c'est pour notre famille, en fait, pour la mémoire, pour la mémoire de notre famille, c'est important, ouais. Tu penses, toi, merci beaucoup Lina, merci. 22 ans de Rennes, tu penses, toi, John Rachid, que ce devoir de mémoire, ce travail, il doit être collectif ou pas? Par exemple, parce que tu vois, c'est des mémoires qu'on porte tous et qui nous, comme on vit tous ensemble, en fait, qui nous animent tous, qui nous nourrissent. Et voilà. Je sais pas, c'est très personnel quand même d'être touché ou pas. C'est un truc très personnel. Si t'es touché, tu le fais. Si t'es pas touché, tu le fais pas. C'est bizarre. Et si t'es vraiment motivé, que t'as les moyens, fais un truc. Sinon, c'est trop personnel pour dire on devrait tous le faire, obligé et tout. Tu peux pas obliger les gens à faire ça. Si t'es vraiment touché au plus profond de toi, oui, tu le fais, tu vois. C'est tout. De toute façon, qu'on soit d'origine algérienne, marocaine, tunisienne, sénégalaise, malienne, polonaise, ivoirienne, comorienne, cambodgienne, polonaise, camerounaise, chinoise, portugaise, et encore, on aurait pu faire tout le dictionnaire comme ça, laotien, on va pas tous les faire. On est tous dans le même bateau parce que la planète est en train de crever. Il y a bientôt plus de plastique, plus de plastique que de poissons dans la mer. Wow. Donc, on a tous du taf, et j'ai envie de dire, même si c'est tous des belles mémoires qu'on porte entre nous et qu'il faut honorer, on a aussi pas mal de trucs devant à faire. Moi, j'ai une solution en fait. Je pense qu'une entité extraterrestre, si elle arrive, on se ligue tous contre eux. Comme ça, il n'y a plus de problème de racisme et tout. On est plus dans la merde avec eux qu'avec ce qu'il y a. C'est pas mal. C'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Un débarquement extraterrestre qui bute tout le monde. Et là, non mais les mecs, il y a les extraterrestres en face. Ouais, mais c'est pas des Arabes. Donc on s'en fout. On se met ensemble. Et pour finir, petit conseil de lecture, si vous kiffez les sujets qu'on a abordés ce soir, il y a un auteur qui s'appelle Frantz Fanon, qui est un écrivain né en Martinique, qui s'est beaucoup impliqué dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, qui a réfléchi sur les conséquences psychologiques de la colonisation. C'est un peu hardcore à lire. Il a 2 bouquins qui s'appellent Peau noire, masque blanc, les damnés de la terre. Mais sinon, allez même checker sur internet Frantz Fanon, qui sait ce qu'il a fait. Mais il en a parlé dans un morceau aussi. Et et c'est voilà, c'est petit conseil de lecture. Du lundi au jeudi, débatteur. 21h, 22h, tu as des choses à dire? Rejoins-nous. Move. Amel, on se retrouve lundi avec JP Zadi. Ah oui, avec comme JP. le lundi, oui, mardi, JP. mercredi. La avec Black nous, Excellence. le grand JP, il est avec Vous lui nous. passerez le bonjour de ma part. T'inquiète. John Rachid, on rappelle donc que ton film Jour de pluie est dispo sur ta chaîne YouTube. Exact. Écrit par toi, réalisé par Antoine Barrio. Tu joues dedans évidemment. Il y a Exact. aussi des apparitions de Norman Kemar, Gilbert Melki, t'en parlais entre autres. Allez le voir vraiment si c'est pas déjà fait, lourd. parce que c'est vraiment très très lourd. Merci. Et ça pose pas mal de questions sur tout, sur l'histoire personnelle, collective. Donc, et on prépare gros le big up. prochain là, je te donne un scoop direct. On prépare le prochain avec Antoine Barrio Et Rachid Santaki, non? J'ai vu que t'écrivais Rachid avec Santaki, lui. C'est un autre pour projet? une série. Ok. Et ce sera sur. Alors on sait pas trop comment la série où sera, mais le prochain court métrage ce sera sur ma chaîne YouTube, et ça traite, je dis tout de suite tout. Ce sera le Fantôme de l'Opéra, mais version 2018. Canon. Oh, lourd. Et tourné à l'Opéra Garnier qui s'est associé à c'est une nous chance. et qui nous donne de l'argent, et le CNC aussi. C'est beau. Donc voilà. Parfait. Et écoute, big up. Tu bosses donc sur ça. Ta dernière vidéo sur Lyon, sinon, est magique. En tant que Lyonnais et Amel qui a vécu à Lyon, on valide. Donc on te dit à bientôt, Pélo. On te le dit sans balnave. On a été cher refait de te recevoir. La gâche est chaude. Tu reviens quand tu veux, Gon. Oui. Tu es connecté sur Move.